Au sommaire, la communauté internationale célèbre ce 8 septembre 2022 la journée internationale de l'alphabétisation. Le défi des autorités maliennes est de faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation de nouveaux citoyens pour une refondation réussie. À suivre le reportage de Fadema Keïta dans ce journal. Dans le même ordre d'idées, la sécurisation de l'espace scolaire et universitaire dans un contexte de crise sécuritaire. Le sujet est au centre d'une rencontre à Tombouctou. Elle regroupe les légitimités coutumières, religieuses, services techniques, élus locaux et membres des forces armées et les partenaires de l'éducation. Les explications de Najim Baba Sissé depuis la cité des 333 saints. Très heureuse de vous retrouver pour cet autre rendez-vous de l'information. Bonjour et bienvenue à tous. Nous prenons la direction de la colline du pouvoir. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le ministre guinéen en charge des affaires étrangères. Morisanda Kouyaté est porteur d'un message du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, à son homologue, colonel Assimi Goïta. Un message de soutien au peuple malien sur les questions de lutte contre le terrorisme. Ce déplacement, selon l'émissaire guinéen, se situe dans le cadre du maintien de la bonne coopération entre les deux pays. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, à sa sortie d'audience, est au micro de Sira Bachili. Je suis arrivé dans ma deuxième patrie, le Mali, porteur d'un message du président de la transition de la Guinée, le colonel Doumbouya, à son frère et ami, le colonel Goïta, président de la transition du Mali. Et aujourd'hui, la Guinée et le Mali se retrouvent devant la scène de l'histoire pour faire face d'abord à un phénomène dangereux qui est le terrorisme, le djihadisme, puisque tout ce qui arrive au Mali arrive à la Guinée. Il y a aussi des événements récents qui se sont déroulés au niveau du voisinage immédiat et tout. Le colonel Doumbouya m'a chargé d'un message personnel au sujet de ces événements. Et très bientôt, vous verrez l'évolution de cela. Ce n'est pas le moment de le dire, mais il y aura une évolution dans ce domaine-là. Je voudrais vraiment profiter de votre micro d'abord pour remercier mon frère et ami, et mon frère Diop, qui fait un excellent travail ici. Et ensuite, à travers lui, le président de la transition, le colonel Goïta, qui a montré le chemin de la dignité de la reconquête, de la dignité africaine. Et aussi remercier le peuple malien, qui est un grand peuple. Alors, le Mali et la Guinée-Conakry aujourd'hui dans la même situation politique en période de transition. La coopération qui se diversifie et qui se solidifie, ce n'est plus à démontrer. Elle va être axée sur quoi concrètement? Avec les échanges qu'on a eus avec le gouvernement actuel du Mali et le gouvernement guinéen, nous avons vu qu'il y a un immense chemin sur lequel on peut s'engager pour la coopération. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Les routes ensemble, le chemin de fer ensemble, la voie aérienne ensemble. Et même le transport fluvial, que grâce à la vision de ces deux soldats, la Guinée et le Mali se réveillent et redynamisent et mettent en œuvre ce que nos pères fondateurs ont imaginé pour nous. La Cour constitutionnelle statue sur la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires, mais cette institution est mal connue des Maliens. Le Conseil national des jeunes CNJ Mali s'engage donc à vulgariser ses missions auprès des citoyens, cela à travers un projet dénommé « Contribution de la jeunesse dans la dissémination et l'appropriation des mandats de cette juridiction ». Le reportage de Adama Djimdi. La
Cour constitutionnelle est la 5e institution de la République. Elle est peu connue, donc moins comprise par les citoyens. C'est pour inverser cette tendance que le Conseil national des jeunes a initié un projet dénommé « Contribution de la jeunesse dans la dissémination et l'appropriation des mandats et des missions de cette juridiction ». Tout est parti des remarques objectives sur le terrain. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, a constaté une crise de confiance entre les citoyens et la Cour constitutionnelle née des élections législatives de 2020. Le CNJ Mali pense que cette crise de confiance s'explique par la méconnaissance du mandat des missions et le rôle de la Cour constitutionnelle par les citoyens maliens. Ce projet a pour objectif de former un vivier de formateurs sur les textes juridiques relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Près de 1000 jeunes seront formés. Le doyen des conseillers de cette Cour a saisi l'opportunité pour expliquer aux jeunes les missions de son institution. Elle assure la garde de la légalité républicaine à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, des engagements internationaux. Elle régule le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle tranche les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. En outre, elle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations référendaires. Quant au président du CNJ, il a fait un lien entre l'évolution politique de notre pays et le rôle de la Cour constitutionnelle. À quel niveau de constitutionnalité pour le Mali? Parce que c'est les événements les plus récents qui seront le plus souvent discutés si nous voudrons parler de la Cour constitutionnelle, qui est le garant de la Constitution et en lien avec le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la transition. Pour mieux expliquer le fonctionnement de cette Cour, un film a été projeté, suivi de débats. Je vous l'annonçais en titre, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 8 septembre 2022 la Journée internationale de l'alphabétisation. Le thème national est de faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation de nouveaux citoyens pour une refondation réussie. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et le chef de bureau de l'UNESCO se sont adressés à leurs cibles respectives. La synthèse des deux messages dans ce reportage signé Fademba Keïta. L'alphabétisation et l'éducation non formelle constituent les bases de la refondation. Le Malikoura a donc besoin d'un citoyen de type nouveau, bien éduqué et bien formé, soit par l'école, soit par l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Du 8 septembre 1965, date à laquelle a été décrétée lors de la conférence de Téhéran la Journée internationale de l'alphabétisation par la communauté internationale à ce jour, le Mali, un des 11 pays participants à cette rencontre, a toujours fait de l'alphabétisation une unique alternative pour répondre aux défis sécuritaires, sanitaires, économiques et autres. Des efforts importants sont consentis sur le terrain par le département de l'Éducation nationale et ses partenaires à travers les différentes structures d'alphabétisation et d'éducation non formelle que sont les centres d'alphabétisation fonctionnelle CAF, le centre d'éducation pour le développement CED, les centres d'apprentissage féminin CAFE et le centre d'éducation pour l'intégration CUI, sans oublier les bonnes initiatives et pratiques de certains partenaires comme le centre d'éducation communautaire CEC, une initiative de DVD international. Une ferme volonté de combattre l'analphabétisme est engagée par la transition du pays. Pour réussir ce combat, il est plus que jamais nécessaire d'adapter nos espaces d'alphabétisation aux nouveaux enjeux, d'où le choix du thème national, à savoir faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie. Les cours dispensés dans les différents centres de formation et dans les 13 langues nationales ont donné des résultats probants. Cela grâce à l'engagement des autorités et à l'accompagnement des partenaires du département de tutelle. En termes de résultats de nos jours, des milliers de femmes et d'hommes sont alphabétisés et formés à des métiers et à la gestion des activités génératrices de revenus en vue de leur émancipation socio-économique et de leur insertion, toutes choses qui ont amélioré les conditions de vie, de travail dans plusieurs communautés rurales.
Quant aux représentants de l'UNESCO au Mali, il estime qu'à travers le thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation », l'alphabétisation devient ainsi source de transformation positive du monde. Maintenir les progrès réalisés de 1979 à nos jours est son ambition. En 1979, seuls 68% des populations mondiales savaient lire et écrire. En 2020, ce chiffre s'élevait à 86,7%. Et malgré ces progrès, 771 millions de jeunes et d'adultes dans le monde ne possèdent toujours pas la compétence élémentaire en lecture et en écriture. L'État et ses partenaires appellent tous les acteurs du domaine de l'éducation et au-delà à repenser le rôle de l'alphabétisation. Et cette activité civique, désormais inscrite dans l'agenda du gouvernorat de la région de Ségou, la montée des couleurs aura lieu chaque premier lundi du mois. La première pratique a eu lieu lundi dernier en présence du ministre de l'Éducation nationale lors de sa visite à Ségou. Honoré Tchenou nous en dit plus. 1, 2, à ton appel Mali. Chant patriotique officiel qui montre tout notre attachement aux valeurs qu'incarne le Grand Mali. La montée des couleurs accompagnée par l'hymne national est ainsi instaurée dans la pratique du gouvernorat de Ségou qui désormais la fera chaque premier lundi du mois. Un acte citoyen et aussi patriotique. Il en sera ainsi chaque premier lundi, n'est-ce pas, du mois, jusqu'à ce qu'on change de dispositif. Changer de dispositif, ça veut dire quoi? Cela voudrait dire qu'on pourrait le faire tous les jours. Mais nous attendons cette décision appartiendra aux plus hautes autorités. Donc j'ai tenu à ce que Madame le ministre assiste à cela, parce que c'est eux que je représente au niveau de l'exécutif régional, avec à leur tête le chef de l'État. Donc c'est un acte fort pour nous et il en sera ainsi désormais. Et le ministre de l'Éducation de faire part de ses impressions. Il s'agit aussi de montrer à la face et surtout à nos jeunes enfants et que cet acte citoyen est très significatif et très symbolique. Nous avons tous été pionniers il y a bien longtemps et c'est une satisfaction personnelle pour moi de voir que le mouvement pionnier est en train de revenir et que c'est tout à fait normal aussi que au niveau de nos chefs-lieux de région et dans les contrées les plus lointaines, dans les écoles, dans les administrations, partout. En tout cas, l'exemple est donné à Ségou, j'en suis témoin. Je souhaite que tout le monde emboîte ce pas. Les responsables du mouvement pionnier ont saisi l'occasion pour remettre une copie de l'hymne national aux différents responsables présents à la cérémonie, histoire de les inciter à la pratique. Un mot de santé dans ce journal avec la tenue de la première session des ateliers de formation du personnel de santé. La formation porte sur la gestion des déchets biomédicaux. L'atelier de 2 jours s'est tenu au CHU Gabriel Touré. L'objectif de la formation est de renforcer les compétences du personnel de l'hôpital sur la gestion des déchets de soins afin d'améliorer l'environnement médical. Fantama Magnantao nous en dit plus. C'est le village de Wuromanabougou dans la commune de Dougoufé, sec de Baroueli, qui atteint le statut de fin de défécation à l'air libre fédal. La présente cérémonie consacre ainsi la certification de ce village sur la mise en œuvre de l'approche assainissement total pilotée par la commune ATPC, une approche de l'ONG LWR qui intègre également la gestion des déchets animaux. Nous disons à la communauté de Wuromanabougou que le plus difficile reste à faire, à savoir garder le statut fédal durement acquis après plusieurs mois de labeur. Nous exhortons les autres villages à poursuivre dans la même dynamique afin que les objectifs fixés par le projet soient une réalité. Pour confirmer cette certification, une visite d'ouvrage d'assainissement, des messages de témoignages sous le contrôle de la DIRA-CPN. LWR est l'une des rares ONG à exprimer la gestion des déchets animaux en ATPC, qui veut dire assainissement total piloté par la communauté dans la région de Ségou. J'invite toutes les populations concernées à faire une analyse objective de l'impérieuse nécessité d'avoir un cadre de vie sain où il fait bon vivre et d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir.
En plus de la signature du document de certification par les différentes parties, le conseiller du gouverneur de Ségou a procédé à l'inauguration du panneau fédal. Cette approche d'assainissement dans le cercle de Barweli est un appui de Lutheran World Relief LWR et son partenaire terrain, l'Union des sociétés coopératives des éleveurs de Tamani et Ileri. Voilà, toutes nos excuses pour ce problème d'aiguillage. Vous venez plutôt de suivre le reportage de Honoré Tchenou sur l'abandon de la défécation à l'air libre du village de Woromanambou et l'élément de Fantamama Nyantao à retrouver dans nos futures éditions. La sécurisation de l'espace scolaire et universitaire dans un contexte de crise sécuritaire. Le sujet est au centre d'une rencontre à Tombouctou. Elle regroupe les légitimités coutumières, religieuses, services techniques, élus locaux et membres des forces armées et les partenaires de l'éducation. Les explications de Najim Baba Sissé depuis la cité des 333 saints. Les conflits armés ont exercé sur l'éducation des impacts considérables, occasionnant souvent des défis humanitaires, de développement et des problèmes sociaux auxquels il est urgent de s'attaquer. C'est pourquoi le Mali a endossé le 1er février 2018 la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Pour la mise en œuvre de cette démarche dans la région de Tombouctou, cela nécessite une campagne de sensibilisation, d'information qui ne saurait être engagée sans que les parties prenantes n'aient suffisamment de compétences pour y arriver, avec l'appui de l'UNICEF. Pour atteindre donc les objectifs attendus, le comité technique national élabore chaque année un plan d'action en se fixant des objectifs. Et parmi ces objectifs figure en bonne place le renforcement des compétences des acteurs. Nous avons des centaines de milliers d'enfants qui se retrouvent aujourd'hui hors de l'école dû à la situation sécuritaire. Et ceux qui réussissent à accéder à l'école ne sont pas certains de terminer l'année académique ou encore le cursus scolaire. Il s'agit, à travers cet atelier de 2 jours, de présenter aux participants, composés d'agents des collectivités, services techniques déconcentrés, forces armées maliennes et Parlement des enfants, la déclaration sur la sécurité dans les écoles et les lignes directrices pour la protection des écoles et universités contre l'utilisation militaire durant les conflits. Je vous exhorte à plus d'engagement pour une plus grande large division des termes du présent atelier, chacun dans ses structures respectives pour la réouverture des écoles fermées. Monsieur le directeur, je dois vous dire qu'à ce niveau déjà, il y a des efforts qui sont en cours, des initiatives communautaires qui sont en cours, que je salue ici. À l'issue de l'atelier sont attendues des recommandations fortes pour un meilleur fonctionnement du comité technique régional de Tombouctou. Du sport avant de boucler ce journal, le ministre en charge de la discipline a remis hier le drapeau aux Aigles Dames de basketball en vue de leur participation à la Coupe du Monde de leur catégorie qui se déroulera en Australie en 2022. Les Aigles Dames, quant à elles ont reçu également leurs primes de 2019 et de 2021, tout comme les Aigles basketteuses. L'équipe nationale des sourds a reçu sa prime du championnat d'Afrique de football Kenya 2021. Le point de toutes ces activités avec Abdul Karim Kaba. Avant son départ pour la Coupe du Monde féminine Australie 2022, l'équipe nationale dames de basketball a reçu le drapeau national. La Coupe du Monde, c'est du 22 septembre au 1er octobre prochain. À travers ce geste, le ministre de la Jeunesse et des Sports transmet ainsi le soutien et l'accompagnement de tout le peuple malien à l'équipe nationale féminine de basketball. Depuis le jour où on a engagé l'équipe nationale féminine du basket à la Coupe du Monde, on a accepté. Depuis ce jour, on a mis les petits plats dans les grands pour que vous puissiez aller en Australie avec le moral. En vous le remettant, vous avez une obligation, celui de vous battre jusqu'au bout pour amener le Mali le plus loin possible. Par la même occasion, les arrêts des primes de médailles d'argent obtenues à l'Afro-Basket 2021 et des primes de sélection ont été payés. Il n'y aura jamais de problèmes liés au prix. Nous allons toujours continuer à tout mettre en œuvre pour que le basket, comme le football, comme toutes les autres disciplines, soit un jeu dans lequel chacun a son rôle
et ce rôle, c'est des devoirs et des responsabilités. Vous jouez, vous gagnez, vous avez des droits. Vous êtes appelé en équipe nationale, vous répondez. C'est seulement quand on répond à l'appel de son pays qu'on a des droits. Outre les basketteuses, les aigles sourds ont reçu aussi leur prime de vice-championne d'Afrique. Une manière pour dire que l'État n'oublie personne. Ils font partie des enfants de la République auxquels nous tenons le plus. Parce que non seulement ils sont des joueurs qui défendent les couleurs de la République, qui parviennent à aller toujours loin quand ils vont dans une compétition, mais surtout parce que malgré les handicaps, ils parviennent à s'épanouir et à nous rendre heureux grâce aux victoires qu'ils ramènent. Satisfait, on sentait la joie sur le visage des uns et des autres. Les dieux de la technique de retour avec nous. Nous revenons sur la tenue de la formation du personnel de santé. La formation porte sur la gestion des déchets biomédicaux. L'atelier de 2 jours s'est tenu au CHU Gabriel Touré. L'objectif de la formation est de renforcer les compétences du personnel de l'hôpital sur la gestion des déchets de soins afin d'améliorer l'environnement médical. C'est avec Fantama Magnantao. Cette formation première du genre est initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention et de contrôle des infections. La formation vise aussi à réduire les risques sanitaires et environnementaux liés à la gestion des déchets biomédicaux. Nos structures de santé génèrent plusieurs types de déchets et ces déchets présentent plusieurs risques. C'est pourquoi il est fondamental que tous les acteurs de cette chaîne d'élimination prennent conscience de l'importance d'une élimination adéquate et satisfaisante des déchets issus des activités de soins. L'objectif visé par rapport à cette formation, c'est d'abord de mettre à jour les acteurs de santé par rapport à un élément essentiel en matière de prévention de la bonne santé qui est l'hygiène. Puisque à l'hôpital, on produit des déchets, mais aussi à l'hôpital, on gère les germes. Donc, il faut éviter que et le personnel et ceux qui viennent, nos clients, qui sont les malades, soient infectés. Le directeur général du CHU, Gabriel Touré, remercie les plus hautes autorités, les partenaires et l'ensemble du personnel de santé pour leurs engagements en faveur de la prévention du contrôle des infections et la lutte contre la gestion des déchets biomédicaux. Aujourd'hui, dans le monde, 85% des déchets produits au sein des structures sont comparables aux ordures ménagères et ne sont pas dangereux. Dans 15% des cas, ces déchets sont considérés comme des déchets dangereux qui peuvent être infectieux. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes chaleureux remerciements aux représentants de l'OMS par intérim pour sa promptitude et sa disponibilité à accompagner le système de santé du Mali. Cette formation s'étend sur une durée de 16 jours en 4 sessions, dont 4 jours par session. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi. À très bientôt sur ORTM 1.